bienvenue à un nouvel épisode de What is Love Podcast. Je m'appelle Meggy Et moi, c'est Aïssata. et nous sommes hyper contentes de vous retrouver pour un nouvel épisode. Bonne année. C'est passé hyper rapidement, je trouve, l'année 2023. On vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Franchement, beaucoup de bonheur, d'argent, de santé, beaucoup de vulnérabilité, hein. Venez, appelez-nous, vous allez passer dans le podcast, raconter vos histoires, ça va vous faire du bien. Amen. Et moins de sorcellerie aussi dans nos vies. Vraiment, les sorciers changés. Vraiment. Que ceux qui doivent changer changent. Et j'espère même que ceux qui doivent changer se reconnaissent, parce que souvent, même les plus grands sorciers ne savent pas qu'ils sont sorciers. C'est là le Ah, problème. oh. Oblivious. Mhm. Moi, je suis hyper contente de présenter cet épisode et d'ailleurs de découvrir d'abord avec toi, Isata, le dilemme de cette semaine. Oui, alors dans la Ligue anti-sorcellerie cette semaine, avant de la lire, c'est un rappel pour vous de soumettre vos histoires, vos dilemmes, vos situations. Le lien est dans notre bio Instagram, donc What is Love underscore podcast. Mais cette Mhm. semaine, allez-y, je vous lis ce qu'on a reçu. Ça dit, bonjour, il y a quelques années, j'ai décidé d'être chaste pour des raisons personnelles et cela fait maintenant 3 ans que je n'ai pas eu de relation sérieuse, juste des flirts, pour éviter d'avoir à gérer cette situation. J'ai récemment rencontré un homme avec qui j'ai commencé à développer des sentiments. Nous avons eu une discussion et il m'a fait savoir que les relations sexuelles sont importantes pour lui, ce que je comprends parfaitement. Je ne peux pas lui imposer une décision personnelle et c'est à moi de décider quoi faire ensuite. Je suis donc face à un dilemme et je ne sais pas quoi faire. Tellement de questions. Je sais pas si ça va aider, comme on dit, on répète souvent, on n'est pas les gourous du love, mais humblement notre avis. Moi, je poserais la question, euh, la chasteté, ton vœu de chasteté, tu dis que il y avait des raisons spécifiques. Est-ce qu'elles sont toujours valides aujourd'hui? Comment est-ce qu'elles ont évolué? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Euh, Est-ce qu'il y a un feeling particulier avec la personne que tu as rencontrée? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu te poses vraiment la question, je vais du coup mettre un terme à ce vœu de chasteté parce que je vois en cette personne euh, tel ou tel trait que je voudrais, que je recherche dans un partenaire à long terme ou pas. Parce que effectivement, je sais pas si ce vœu de chasteté, tu considères le rompre en attendant un partenaire de long terme ou pas. Donc ça aussi, c'est une question. Et j'ai oublié ma troisième question, donc vas-y, Aïssata. Je sais pas, moi, en lisant, j'ai l'impression que, quelles que soient les raisons du vœu de chasteté, c'est des raisons qui sont encore valides, vu que la Mhm. personne n'a pas l'intention, ou en tout cas, d'arrêter son vœu de chasteté et se pose des questions. Donc, je me dis, c'est des raisons qui sont encore valides. Donc là, la question, ça devient vraiment, est-ce que tu enlèves ton vœu de chasteté pour quelqu'un avec qui vous avez commencé à développer des sentiments, ou est-ce que tu restes ferme sur ta décision? C'est quand même difficile parce que j'ai envie de dire, et c'est peut-être la partie, ce que je vais dire n'est pas forcément très sain. Donc, ne prenez ça avec un grain de sel. Mais je peux voir une situation où la personne peut se dire, ouais, mais moi, j'ai fait un vœu de chasteté. Si l'autre en face, il tient assez à moi, il devrait peut-être être prêt à me Mhm. suivre dans cette situation un tout petit peu pour essayer de continuer d'apprendre à me connaître. Mais après, l'autre aussi, personne ne peut se dire la même chose. Si elle tient assez à moi, elle devrait être prête à enlever son vœu de chasteté. Je pense qu'il y a peut-être Quoique. des alternatives, euh, des trucs dans le middle ground, comme on dit. Je me demande Mhm. si c'est quelque chose de nouveau et que vous avez commencé à développer des sentiments, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une conversation là où vous dites, OK, jusqu'à présent, je ne vais pas prendre une décision ferme sur mon vœu de chasteté, mais est-ce qu'on peut se donner encore X nombre de mois pour continuer d'apprendre à se connaître? Et si rendu là, on n'est toujours pas sur la même longueur d'onde par rapport au vœu de chasteté, avec toutes les autres informations qu'on a eues les uns sur les autres, on prend une décision. Là, bon, je ne sais pas ça Mhm. fait combien de temps ils se parlent et depuis combien de temps ils ont développé des sentiments, mais je pense qu'il y a moyen d'essayer de pousser un peu plus en termes de Ouais. temps pour voir si à un moment donné ça vaut la peine de Mhm. briser ce vœu de chasteté. Ou alors, moi, quelque chose que j'ai déjà entendu, bah, c'est des gens qui, pour ce genre de raisons, sont dans des relations ouvertes.
Là où c'est dangereux, mais là où la personne qui a besoin d'avoir des relations sexuelles a le droit, du coup, d'aller, entre guillemets, assouvir ce besoin avec d'autres personnes et ils peuvent continuer d'avoir une relation. Mais pour ça, il faut avoir le cœur très solide. Mais, Donc, ou le pouvoir aussi, parce que, oh, Lord have mercy. vraiment. Euh, je me dis aussi, il y a une question, que c'est pas facile, c'est pas évident. Mais est-ce que si tu étais, genre, comment est-ce que je peux dire ça? Genre, tu essaies de regarder la situation comme une tierce personne. Est-ce que il y a des red flags que tu vois en la personne? Moi, je pense que une question importante que je me poserais, c'est que est-ce que j'ai vraiment tellement envie de garder une relation ou tu vois, de garder un lien que j'ignore certains red flags. C'est difficile dans le moment de se répondre honnêtement à cette question. Est-ce qu'il y a des red flags dans le genre où euh, il veut que je mette un terme à ce vœu de chasteté seulement pour Mougou? Et des fois, quand on a un doute et qu'on veut tellement que quelque chose marche, on peut ignorer des red flags qui sont évidents. Donc, je me Ouais. poserai cette question. Parce que ça me ramène un peu au premier épisode de la saison. On a parlé de ça, de vœux de chasteté. Est-ce que c'est quelque chose Mhm. qu'on ferait ou pas? Et en vrai, je Ouais. veux pas projeter, je veux pas me projeter, mais je sais que pour moi, c'est quelque chose qui est important pour mon partenaire. Et si c'est quelqu'un que j'ai Mhm. rencontré et que je vois vraiment un vrai potentiel avec cette personne, c'est un compromis que je serais prête à faire. Donc, je sais pas, je suppose que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, mais je me dis, si vous êtes vraiment sérieux et que vous voyez vraiment du potentiel l'un avec l'autre, j'ai envie de dire que c'est Ouais. un vœu qu'on ne devrait pas avoir besoin de briser, en fait. Surtout si Mhm. vous planifiez pour le long terme. Si vous vous voyez ensemble sur le long terme, en quelque sorte, même si vous n'avez pas de relation sexuelle maintenant, vous en aurez éventuellement. Et c'est juste que vous attendez, en fait, et vous attendez ensemble. Donc, c'est pas quelque chose que tu give up à vie. On te demande pas de devenir vegan, là, ou Mhm. végétarien, et puis plus jamais de ta vie, tu vas pouvoir avoir des relations. C'est vraiment une question d'attente sur le long terme. Et donc, je Et sais pas, pour moi, j'espère en tout cas que l'autre personne de l'autre côté a au moins considéré le fait d'accepter le vœu de chasteté. Mais si la personne n'a même pas considéré, je me dis, ouais, c'est chaud quand même. Maybe, vous n'avez ouais, pas besoin de poursuivre cette situation. effectivement. Mais je me dis aussi, il faut qu'il sache, bon, elle a dit que, ouais, il faut qu'il sache combien de temps aussi, roughly, il va attendre. Genre, est-ce que c'est une affaire de 2 ans? Tu vois, là, ça peut Oui, changer des choses. oui, Tu vois. oui. Après, c'est ça, il faut communiquer. Donc, si vous êtes en mode, ouais, on se voit ensemble pour le long terme, donc ça veut dire quoi? C'est quoi la timeline? Le vœu de chasteté, est-ce que c'est juste pour le mariage? Est-ce que c'est juste, tu vois, il y a des gens qui se mettent une limite de temps en mode, ah, je fais un vœu de chasteté, puis c'est seulement après, je sais pas moi, 6 mois de relation, 1 an de relation avec quelqu'un. C'est quoi la timeline? Ah, et Maintenant, si c'est maintenant, ça, si la timeline et la deadline, là, on va pas se mentir, c'est pas le mariage. Ma chérie, attrape ton cœur. Parce qu'un garçon, si tu lui as dit d'attendre 1 an, il va attendre 1 an. Il va oh, attendre c'est 1 an pour pouvoir toucher ta chair. Et puis quand il va finir de toucher ta chair, là, tout ce qu'il veut te faire, là, il va te faire. Ça, j'en suis convaincue. Même les period. hommes sont prêts à tout pour le sexe. Preach, Tout. Donc, si la preach. deadline, c'est une affaire de 6 mois, de 1 an, machin, là, va seulement, hein, mais garde les yeux ouverts parce que ça ne En l'empêchera tout cas, pas de te faire du mal. Ça n'empêchera pas. ça Ça va pas n'empêchera d'être. pas de vouloir s'amuser. Parce que tu sais, les hommes, not me, en train de devenir la psychologue, hein. Aujourd'hui, je connais trop la psychologie des hommes. Mais de ce que j'ai vu dans la vie pour l'instant, les hommes Mm, adorent un défi. Ils mm. adorent la chasse. Et donc, le défi que tu Ah, vas lui donner de tenir peut-être, je sais pas moi, 1 an, 6 mois, machin, faut savoir ça que 10 ans, il l'excite, il sera est là. content. Il sera là. Ma chérie, il sera là. Même si ça veut dire que après 1 an et 2 jours, il va te laisser là. Il sera là jusqu'à ce qu'il ait son prix final, le prix de la Mougou donc victoire. géré. Ramenez la coupe à la maison. En tout cas, c'est pas gentil ce que je dis, mais tout ça pour dire Aïe, que aïe, aïe. faut voir quoi. Non, non, le monde est risqué, hein. Le monde est risqué. Mais C'est c'est vrai qu'il faut donner le timeline parce que ça va lui permettre à lui aussi de voir s'il peut ou s'il peut pas. en tout Mais cas. si c'est des raisons, enfin, selon les Ça peut raisons, je être pense que. Tu S'il veut dis? pas, là, c'est valide. S'il veut pas, c'est valide aussi, mais au moins, chacun ne va pas entraîner l'autre dans un truc où il voit flou. Voilà.
Donc, faut vous poser les vraies questions, mais je pense que tout dépend vraiment des raisons du vœu de chasteté. Si c'est basé sur un Mm, certain nombre de valeurs fondamentales qui sont importantes pour toi et ce sont des valeurs que tu veux voir chez ton partenaire aussi, et que toi, tu mm, veux mm, quelque chose de sérieux, parce que je pense que du moment où tu décides de faire un vœu de chasteté, c'est que tu veux des relations sérieuses. Dans ce oui, cas, s'il n'est pas prêt à accepter, je pense que c'est peut-être pas la bonne personne. bonne personne. Et usually, si c'est la bonne personne, la croyante que je suis pense qu'éventuellement les choses se feront. Amen and amen. En tout cas, on te le souhaite, que ce soit une belle chose, une belle Inch'Allah, aventure. une belle aventure. Et si c'est une affaire de sorcellerie, que Dieu t'enlève dedans tout de suite. Je suis tête. Mm, Et il y a pas une prière que Dieu répond aussi rapidement que ça. Il va te dire en même vraiment. temps. Mm. Donc, regarde bien tous les signaux qui te seront envoyés. En tout cas. Sur ce, on passe à l'histoire du Mhm. jour. Ouais, j'aime bien. J'aime bien cette histoire du jour. L'histoire du jour est très spéciale Hmm. pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que notre invité s'en bat les cacahuètes d'être anonyme. Notre invité a dit, dites mon nom et dites-le fort et faites ma promotion. Kugaruka, Kugaruka, on Vraiment, t'appelle. aujourd'hui, on a reçu Kugaruka au micro de What is Love. Et pour ceux qui ne savent pas c'est qui Kugaruka, il n'y a pas de problème. Kugaruka nous a donné son Instagram, son site web, sa page, sa chaîne Tout. YouTube pour partager avec vous. Et donc, regardez la description écrite du podcast pour avoir accès à toutes les plateformes de Kugaruka. Mais laissez-moi vous donner rapidement, avant d'oublier, les plateformes en question. Donc, si vous voulez voir le site internet de Kugaruka, c'est simple, c'est www.kugaruka.org. La chaîne YouTube, c'est juste Kugaruka. L'Instagram, c'est Kugaruka. C'est pas compliqué. Donc, Ça s'écrit? alors, ça s'écrit Kugaruka. Du coup, voilà, les présentations sont faites. Vous entendez Kugaruka, quelqu'un que j'affectionne énormément depuis notre époque de Montréal, qui nous a raconté une histoire forte en émotions, en tout cas. Comme on se disait en amont, c'est un épisode où on va exiger du respect. L'épisode parle de LGBTQ. Et si quelqu'un est pas content avec, faut quitter. Comme ça, on évite du manque de respect, le manque de respect. Quoi dire de cet épisode? Je retiens le courage et l'audace, et je dis ça vraiment bien, et la conviction de notre invité. Et j'ai l'impression que si je dis plus que ça, je dis, je dirais trop. Mais c'est pour compléter, je dirais, ça parle de relations entre une mère et son enfant et jusqu'où, euh, comment une mère devrait accepter son enfant et la dynamique entre les parents, même avant ça, qui ont, je pense, beaucoup influencé Kugaruka et de manière hyper intéressante. Ouais. Et Kugaruka me ferait du mal si je ne précise pas que techniquement, ça ne parle pas techniquement de LGBTQ parce que Kugaruka ne Oh là, s'identifie pas à la manière dont l'Occident a décidé de nommer les personnes comme Kugaruka. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment il faut les appeler et tout parce que Kugaruka en parle dans l'épisode. Mais en tout cas, on va parler d'homosexualité, ça c'est clair. Sur ce point-là, il n'y a pas de débat sur les appellations. Et je pense qu'une partie que j'ai beaucoup aimée dans l'histoire, et vous le verrez, c'est que bah, à un moment donné, vous verrez que même quand on pense que tout est fini, bah, tout n'est pas fini. Et ah, donc, ça, ça pousse vraiment à se dire que dans tous les liens qu'on entretient avec les gens aujourd'hui, là où on pense qu'on a réellement fermé la page, tourné la page, pardon, et qu'il n'y a rien d'autre qui va se passer dans le futur, il y a toujours espoir de changement. Et donc, restons ouverts au fait que les choses peuvent changer. Et je pense que c'était une belle histoire d'acceptation aussi dans le sens où moi, ça m'a poussé à me demander en tout cas, ou pas me demander, mais ça m'a poussé à réfléchir à comment est-ce que quand j'aurai un enfant, si j'ai un enfant, si cet Mhm. enfant sort de ce à quoi je m'attendais ou des normes sociales que je connais ou de ce que j'aurais espéré pour l'enfant, comment gérer la situation?
Euh, Ouais, ouais. et je pense que c'est quelque chose avec laquelle la maman de Kukaruka a galéré au début. Dans son propre cheminement, Kukaruka a beaucoup été heurtée. Et je pense que souvent, on ne se rend pas compte que quand nous-mêmes, on est en train de cheminer avec quelque chose, les conséquences sont super graves sur la personne en face. Donc, ça m'a juste poussé à Mm. me demander, waouh, si un jour j'ai à cheminer par rapport à quelque chose comme ça avec mon enfant, quel que soit l'aspect avec lequel l'enfant sort de ce à quoi je m'attendais, comment est-ce que je peux gérer ça sans que ça heurte trop la personne en face? Et pas qu'un Ouais, enfant ouais, d'ailleurs, mais même dans mes relations avec mes amis, avec mes frères et sœurs, mes parents, comment est-ce que je peux gérer leurs différences et apprendre à les apprivoiser sans leur faire du mal? totalement. Mais je dirais, ça me fait penser à quelque chose que je réalise dans les, euh, les générations avant nous. Ça les caractérise beaucoup, c'est que quand on avait un enfant, avant, j'ai l'impression que, ben, tu vois, les parents africains, surtout, c'était mon enfant doit être docteur, mon enfant doit être avocat, et ça s'arrêtait pas là. On s'attend à être d'accord avec le choix de partenaire de nos enfants, et sinon, on met la pression. Et je me dis que, humblement, je pense que nos enfants, et je parle en tant que quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant, et je sais à quel point c'est difficile, du coup, j'imagine à quel point c'est difficile d'appliquer après. Mais nos enfants ne nous appartiennent pas dans le sens où ils ne sont pas obligés de devenir ce qu'on veut, en fait. Hum. Et je pense que c'est pas assez compréhensible. Des Ouais. fois, les gens ne... C'est dur Oui. aussi, hein. Hum. C'est dur. C'est dur. Tu as porté quelqu'un, tu l'as élevé et tout, et puis tout d'un coup, la personne prend des décisions qui te semblent à toi, mais complètement mauvaises Hum, pour leur bien-être. C'est dur de lâcher hum. prise. C'est dur de lâcher prise, mais d'autant plus quand on se dit que c'est un être qui nous appartient. Ouais, Ouais. effectivement. Je pense que c'est un très bel épisode et j'ai hâte que vous l'écoutiez. Bonne écoute, et on attend d'avoir vos avis sur l'épisode. Et encore une fois, si ce sont des sujets qui vous mettent mal à l'aise, si vous ne pensez pas avoir l'ouverture d'esprit pour recevoir cette histoire, c'est pas grave, vous n'êtes pas Mhm. obligé d'écouter, ou vous n'êtes pas obligé de commenter. Si vous n'avez... Aujourd'hui, on va utiliser l'adage de si tu n'as rien de bon à dire, ne dis rien. Mhm. Écoutez, mais si En vous tout n'avez cas, rien de bon à dire, ne dites rien. C'est pas grave. mhm. It's not by force. Bon, bonne écoute. Des fois, it's by force quand on demande un minimum de 12 commentaires ou je sais pas quoi, mais là, c'est pas by force. Vraiment, C'est pas. pas du tout. Bonne écoute. Ça commence, je pense, en 1992 au Niger. Parce que c'est là que mon papa rencontre ma maman. Dans un hôtel chic apparemment, mais j'étais même pas encore né même. Et puis, c'est une histoire d'amour. C'est mon père qui dit qu'il croise ma maman à l'hôtel, dans le hall de l'hôtel, à la réception. Ma maman toute belle, toute ravissante. Donc, bah, ils se croisent à l'hôtel là-bas. Il y avait ma sœur qui avait 8 ans. Et un an après, en 93, donc là, le fruit de cet amour-là, je suis né. Et c'est là que les problèmes ont commencé, au fait. Je suis né au Burundi, donc un 15 janvier 1993. Et il y avait une situation politique assez tendue au pays. Et du coup, on a dû partir. Et mon père a suggéré qu'on aille en Côte d'Ivoire. Bon, je me rappelle simplement que j'étais juste là, l'enfant. J'avais ma maman, j'avais ma sœur. On vivait en Côte d'Ivoire. J'avais vaguement le souvenir de mon papa, qui n'était pas forcément présent. Enfin, qui était là lorsqu'il devait envoyer de l'argent chaque mois. À la base, mon papa venait de vivre une situation avec la femme avec qui il était marié déjà, parce qu'il était déjà marié à une autre femme. Et quand il a rencontré ma maman, lui, et ça c'est important de comprendre ça, il cherchait désespérément un fils. Parce qu'apparemment, avec sa femme avec qui il avait eu déjà des enfants qui étaient déjà super grands, hein. Je pense que mes autres grandes sœurs que j'ai, elles ont peut-être quoi maintenant 50 ans, elles étaient déjà grandes. Et mon papa, lui, quand il a rencontré ma maman, il lui a dit qu'ils étaient pas, je sais pas s'il lui a dit qu'ils étaient en instance de divorce, ou si c'était blagué, tué, ouais, bon, c'est qu'il lui a dit quelque chose du genre que ça va pas avec sa femme là-bas. Ma maman, elle était déjà femme célibataire, elle avait déjà un enfant, elle n'était pas mariée au père de ma grande sœur. Et du coup, mon papa, lui, concrètement, il n'a pas divorcé, au fait. Il est resté avec sa femme là-bas. Et puis, ce qu'il devait faire, c'est de s'occuper d'un enfant à distance, au fait.
l'épine dorsale a été là parce que j'ai eu beaucoup de versions de ma maman qui ont plus ou moins été confirmées par mon papa. Je pense qu'il y a des choses qui ne m'ont pas forcément dit que j'ai constaté par moi-même, mais je pense qu'il y a beaucoup de honte vis-à-vis des deux et vis-à-vis de moi, quoi, de me dire que bon, voilà, quoi, moi je suis un enfant d'à côté, quoi. J'ai dit ça comme ça un peu pour rire, mais c'est la vérité, quoi. Je sais que j'ai été conçu avec amour, ça, j'en suis conscient, ça c'est sûr. Mais je veux dire, il n'y avait pas un projet type pour qu'ils soient ensemble, quoi. Donc, quand je suis arrivé au moment, il y a mon papa, lui, il avait été avec ses affaires, il devait faire ci, il devait faire ça, et ma maman, elle était en mode survie, c'est-à-dire, bon, moi, je me retrouve avec une fille de 8 ans, et ensuite avec un autre enfant, et je dois quitter le Burundi qui est en train de s'activer sur la question des Hutus, Tutsis, toi. Il y a une guerre civile qui se profile à l'horizon et je dois partir vivre dans un pays que je ne connais ni d'elle, je ne connais personne là-bas, en Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas de mari, au fait. Je suis juste comme ça. Et je dois essayer de survivre, au fait. Donc, ce qui nous aidait à survivre, c'était chaque fois, chaque mois, l'argent que mon papa envoyait chaque mois, en fait, pour qu'on puisse survivre jusqu'à ce qu'on vienne au Canada. Ça a été des moments très difficiles pour ma maman et pour moi, parce que moi, je ne comprenais pas tout. Enfin, moi, à l'époque, si tu es gamin, on ne t'explique pas que non, en fait, le monsieur, il est marié avec une autre femme, que ta maman est ci, ça, bon, bref, tu peux pas comprendre ça, quoi. Donc, moi, je ne pouvais pas comprendre que j'ai pas la présence de mon papa, je ne peux pas comprendre que j'ai pas forcément une dynamique des plus agréables avec ma maman. Pourtant, ma maman était très fusionnelle avec ma sœur, mais avec moi, c'était un peu plus difficile, hein. C'était très, très difficile, quoi. Et donc, moi, je suis l'enfant, je lui rappelle consciemment ou inconsciemment combien mon père il est. Ben, c'est sûr que moi, finalement, je finis par en payer le prix, quoi. Et ce que j'ai fini par payer, je pense, c'est ça, c'est que il y a des choses terribles qu'on ne doit jamais dire à un enfant qu'elle m'a dites, durant mon enfance, mais moi, je comprenais pas pourquoi il y avait ça, en fait. Et voilà, et à part ricocher, ma sœur aussi a un peu agi de la même façon que ma maman. Pas autant, pas à des degrés aussi violents, en termes verbal, je précise, mais c'est-à-dire à chaque fois, je faisais n'importe quoi. C'était toujours me rappeler que j'étais, voilà, j'étais comme mon papa, quoi. C'était pas forcément flatteur. Là où j'ai vraiment commencé à voir qu'il y avait vraiment un problème, je pense que c'est quand on est venu au Canada ici. On est venu au Canada, j'avais l'âge de 16 ans. Donc je venais de finir ma seconde. Et ça faisait 2 ans auparavant que maman avait lancé un dossier pour venir au Canada, quoi. Elle était, hey, tu connais maman, elle voulait absolument qu'on s'en sorte. Donc, fait ça en catimini, et puis elle prépare le dossier, elle n'informe même pas mon papa, qui, je le rappelle, lui, on voit tous les mois l'argent. Et 2 ans plus tard, on a eu la réponse favorable. Et on devait partir, au fait. Et puis moi, j'étais tenu un peu au secret de ça, quoi, parce que ma sœur, elle était au courant et tout, mais moi, c'était un peu vague dans ma tête. On me dit, ah, il y a un dossier, mais on me tient pas informé. Ouais, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a une distance entre ma sœur et moi. C'est que moi, je suis pas impliqué dans les choses essentielles, au fait. Ma sœur, elle était impliquée avec ma maman dans tout, tu vois. Mais moi, on me met à l'écart. Je pense que des fois même, on m'a beaucoup trop infantilisé, même, en fait. Je sais pas, c'est dû à quoi, je sais pas pourquoi, je n'ai aucune idée. Peut-être parce que je suis le seul garçon, je sais pas. Et du coup, quand je suis parti, maman m'a dit de dire à personne. Et puis ça, c'est très important à dire, hein, quand même, hein, c'est que elle n'a pas voulu tenir au courant mon papa, au fait. Et puis c'est là que j'ai trouvé quand même ça bizarre parce que elle était convaincue que mon papa allait empêcher qu'on vienne, au fait. On connaît des cas où des hommes maintiennent des femmes sous leur orbite avec le pouvoir économique, tu vois. Donc ça, je ne dénie pas ça. Mais de là à penser que mon papa voulait forcément nous empêcher de vivre heureux, ça, je sais pas d'où ça vient, quoi. Parce que d'autant plus que ça l'arrangeait mieux de ne pas forcément envoyer de l'argent tout le temps. Parce que c'était pas, j'avais pas l'impression qu'il faisait ça avec de gaieté de cœur. Donc, il était quand même, il avait un devoir parental de père de faire ça, d'envoyer de l'argent pour que s'occuper de son enfant, mais j'avais pas l'impression qu'il faisait ça avec amour ou dévotion, parce que bon, il envoyait l'argent, il me parlait à peine, il est venu quoi, je l'ai vu 4 fois dans ma vie. Bref, elle lui en a pas parlé, elle s'est débrouillée, elle la quête. Elle est venue ici avec ses enfants et puis tout le monde était surpris, tout le monde au quartier était choqué. Ma sœur, au moins, elle a pu en parler à ses amis proches, mais moi-même, j'en ai parlé seulement le jour de mon départ à mon chef de classe de l'époque, à qui je donnais mes cartes Yu-Gi-Oh! Et je suis parti, et puis les gens ont découvert que je suis arrivé au Canada ici. Et c'est là que ma relation avec ma maman a pris toute une autre tournure. Et d'autant plus que j'ai assumé le fait que je sois Wooby. Là, ça a encore creusé davantage vraiment la dynamique qu'on avait ensemble. Et puis, ça a conduit à des écarts de conduite, des propos vraiment qui ont pris des proportions qui... Oh là là, je sais pas comment je pourrais dire ça. Terrible, quoi.
Et pour revenir à la question de Whoopi, c'est quoi Whoopi? Alors, pour ceux qui vont écouter, ceux qui sont à Abidjan là, Whoopi là, ça veut pas dire gay. Whoopi, ça veut pas dire gay. Je vous explique. Whoopi, dans le monde de LGBTQ, donc lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer, intersexe, asexué, Whoopi, c'est tout ce qui est en lien avec le spectre féminin. Donc, ça peut être, par exemple, lesbienne féminine, gay féminin, non-binaire féminin, femme trans, tout ce qui est en lien avec le spectre féminin, on utilise le terme Whoopi. Donc, exemple, moi, je suis une Whoopi. Voilà. Maintenant, Yossi, c'est tout ce qui relève du spectre masculin. Donc, c'est tout ce qui est lesbienne masculine, gay masculin, trans homme, non-binaire homme. Donc, c'est, voilà. Donc, quand tu utilises le terme Whoopi, tu l'utilises pour tout ce qui relève de la féminité. Et quand tu utilises le terme Yossi, c'est tout ce qui relève de la masculinité. Et ça, peu importe les corps dans lesquels ils se trouvent, c'est juste l'énergie à laquelle tu vibres, en fait. En fait, la fête de Whoopi même était déjà même à Abidjan. La fête était à Gata à Abidjan même parce que les gens m'avaient dénoncé là-bas. Avant qu'on ne découvre que je suis Whoopi, moi je vivais ça bien. Hein. Quand j'ai rencontré mon premier Yossi, je l'ai embrassé. Moi je suis rentré chez moi, j'étais en paix. Je me sentais bien jusqu'à ce que quand on est parti me dénoncer et qu'on est parti me référer, je sais pas moi, au fameux passage de Sodome et Gomorrhe, moi je n'avais aucune culpabilité vis-à-vis de quiconque, même pas de Dieu ou quoi que ce soit. Je me sentais à mon aise, je trouvais ça normal. Je sais pas, je suis adolescent, je suis à 15 ans, j'étais courageuse quand même. Hein. 15 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai 15 ans, je sais explicitement, de façon claire et nette dans ma tête que je suis Whoopi et je veux un Yossi. Ça se passe bien, on s'embrasse dans un immeuble inachevé là-bas là. Mais vous imaginez le courage, et puis j'étais content, je reviens à la maison, je peux en parler à personne, mais je suis très très content. Donc c'est la joie. Et quelques temps plus tard, dans ma grande naïveté, moi je vais confier à des gens de mon quartier. Et puis je vais leur dire que je suis Whoopi, que j'aime ça. Et ils comprennent pas quoi. Ils doivent se dire, mais attends, toi tu es garçon, tu es en train de me dire que tu fantasmes ton ami garçon, et puis en plus que c'est toi tu te sens femme et ton ami garçon, mais ça va pas. Donc, ils sont allés dire à ma soeur, elle a pleuré vraiment, et elle est partie dire à ma maman. Et ma maman a dit de ne pas dire à mon papa parce qu'elle était convaincue que si disait à mon papa, il n'allait plus envoyer l'argent nécessaire pour qu'on puisse survivre, quoi. Elle a dit c'est un secret qu'on garde et tout. C'est quand on arrive au Canada ici que, à un moment donné, elle m'a posé la question. Moi, je lui ai répondu vraiment le plus naturel du monde, le plus naturellement du monde, oui. Et je pensais vraiment avoir une discussion avec elle parce que je commençais à en parler. Ma maman l'a mal pris, elle a dit à ma soeur, elle m'a dit finalement c'était vrai. Et là, ce qu'elle a jugé bon de faire, c'est d'écrire une lettre à mon père pour le blâmer. Elle est partie écrire une lettre à mon père pour lui dire qu'au fait, si Whoopi, c'est de sa faute. C'était pour lui dire que bah, si tu n'as pas été là, tu as été absent, ben voilà ce que ça donne comme résultat, ton enfant est dans le métier. Bref. Et lui, il n'a pas cru bon de m'appeler ou quoi que ce soit pour me dire, ah, mais c'est comment ça se passe. Bon, il lui envoie une lettre dans laquelle il essaie un peu de se dédouaner, whatever what it is. Et puis ma maman le prend comme un affront parce qu'elle considère que lui, au lieu de la soutenir, elle, contre moi, pour la fête de Whoopi, lui me soutient moi, quoi. Donc, c'est-à-dire que moi, dans l'équation, je suis pour rien, en fait. L'équation, c'est ma maman, moi, j'ai un enfant qui est Whoopi, je t'informe, on va être ensemble. Mais non, hein, elle considère que le fait que lui est d'accord avec le fait que je sois Whoopi, c'est contre elle, au fait, pour l'enfoncer. Elle, pour lui dire, mais écoute, tu as voulu garder cet enfant, ben voilà, tu assumes les conséquences de ça, tu te démènes avec ça, quoi. C'est comme ça qu'elle a voulu interpréter ça. Après, quand j'en ai parlé avec mon papa, lui, il m'a rassuré, il m'a dit à plusieurs reprises, verbalement, il a redit qu'il n'a jamais eu de problème avec ça. Et à chaque fois que je parle de ça à maman, elle a beaucoup de difficultés à me croire, elle pense qu'il ment. Je dis, mais aïe, moi, je ne vois pas pourquoi il va me mentir. Parce qu'il me l'a dit même quand il a su, il me l'a dit après, il me l'a dit même après quand il a fini d'avoir les regrets de ne pas avoir été dans ma vie. Donc, je ne vois pas pourquoi il mentirait. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Donc, à partir de là, il y a eu encore plus de fractures. Et c'est là que la dynamique avec ma maman a commencé vraiment à... Parce que je prenais plus d'indépendance. Et puis, c'est même pas juste lié mais au fait que je sois Whoopi. Moi, je pense que l'élément de Whoopi, c'est juste un élément parmi tant d'autres. Mais c'est juste ma façon d'être, en fait. Parce que j'étais vraiment différent, en fait. Je pensais différemment. Et ça, pour ma maman, c'était un peu difficile. J'avais ma propre vision. J'avais mes propres trucs. Comme toujours, quoi. Et du coup, voilà. Et ça a engendré des disputes. Et dans les disputes, évidemment, ces mots ont dépassé sa pensée. Mais je pense qu'il y a quand même un fond de vérité. Quand tu insultes quelqu'un, là, même dans une blague, il y a un fond de vérité. Et je pense qu'elle a dit beaucoup de choses qu'elle regrette énormément aujourd'hui parce qu'elle s'en est excusée, mais que tu dois pas dire à un enfant, quoi. Il y a des choses vraiment qui relèvent de l'ordre de que tu dois pas dire parce que sinon tu brises l'esprit de l'enfant. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est pas juste une fois, c'est à plusieurs reprises. Et à ma sœur, elle n'a jamais dit ça. Elles se sont peut-être disputées. J'ai déjà entendu des disputes, mais j'ai jamais entendu des choses aussi terribles que qu'est-ce qu'elle m'a dit à moi, quoi. Et après, voilà. Quand mon beau-frère est rentré dans la famille,
elles ont tout fait pour ne pas lui dire que je suis Whoopi. Mais à l'époque, j'étais pas trop assumé en termes vestimentaires, esthétiques. C'était plus, on savait que j'étais un peu féminin, mais bon, pas plus, quoi. Et donc, depuis qu'il était avec ma soeur, il n'a jamais su que, bon, moi, j'étais Whoopi, quoi. Parce que ma mère était convaincue que s'il la prenait, c'était motif de divorce, quoi. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que mon beau-frère, il a su ça par Skype. Et donc, il est parti montrer ça à ma soeur. Et ma soeur est venue me dire que, que mon mari est au courant que tu es Whoopi. Je dis, oh mon Dieu. Et c'est là maintenant où elle me dit à moi que quand il va venir te confronter avec ça là, faut pas lui dire que nous, on savait déjà que tu étais dans Whoopi. Ça dit que mon beau-frère vient d'apprendre la nouvelle, mais faut pas lui dire que nous, on savait que tu étais dans Whoopi depuis longtemps. Oh my God. En fait, du coup, donc moi, j'ai dû jouer le jeu. Et mon beau-frère, lui aussi, il y a cru. Oh, on va pas dire à maman. Attends, maman, ça fait depuis longtemps. Hein. On va pas dire à maman, ça lui fait un choc. Elle va pas s'en remettre. Attends, elle-même, ça va dire, mais on voulait même pas que tu sois au courant. Bref. Donc, il y a eu cet élément. Et quand j'ai eu ce moment douloureux, là, j'ai écrit à mon papa pour lui dire, mais voilà ce qui m'arrive en ce moment. Et toi, t'es nulle part, en fait. Toi, je sais pas, tu te coules, tu vis la vie douce et tout. Bref. Il y a eu ce moment-là. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des recherches sur qu'est-ce que c'était Whoopi selon la perspective kamite africaine, avant l'esclavage, avant la colonisation. Mais pour cela, il fallait que je me défasse de l'idée de ce que c'est ce qu'on appelle l'homosexualité. Parce que pour tous ceux qui m'écoutent, dans nos langues, le terme hétérosexuel, cisgenre, orientation sexuelle, identité de genre, homosexuel, lesbienne, c'est des termes qui n'existent pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas, nous, les personnes Whoopi aussi. On existe, oui, mais la vision et la perception qu'on a de nous n'est pas la même. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai découvert des noms, des termes, et nous, on nous voit comme des êtres entiers, c'est-à-dire y compris le fait d'avoir quelque chose de différent, tu vois. On n'est pas perçu uniquement sous le prisme de dire que, oh, you gay, you trans, and that's it, that's all. Chez nous, c'est, tu es l'individu, tu fais partie de la communauté, mais tu as une fonction, et donc cette façon de voir n'est pas uniquement circonscrite à la question de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Et donc, quand je faisais mes recherches, je trouvais ça intéressant. Je dis, mais pourquoi on m'a jamais dit ça, en fait, tu vois? Et donc, de plus en plus, je commençais à assumer le fait que je sois Whoopi. Je précise selon une perspective kamite, même si je sais que dans le monde dans lequel on vit, je serai toujours encore perçu comme une personne gay, non-binaire, trans, quoi, selon la vision occidentale. Donc, ça veut dire que la mentalité de ce qu'on est toujours encore sous le prisme de l'Occident, sous le prisme des religions dites révélées. Donc malheureusement, avec tout le mépris, toute la condescendance, tout ce qui est associé aux pires choses, à la malédiction. Donc ça aide pas beaucoup, moi, avec la relation avec ma maman, quoi. Donc, premièrement, mon beau-frère au courant. Ensuite, moi, je fais mes recherches sur ce que c'est être Whoopi. Je me reconnecte à mon ancestralité. Je découvre plein de choses. Puis là, je commençais à recevoir l'inspiration divine, le cosmos. Vous savez, quand les artistes consacrés comme moi qui veulent devenir superstars et tout là. Donc, en 2019, il y a un autre élément, il y a mon cousin qui meurt. On présume tous qu'il est mort par suicide. Et puis, il y a cet élément-là. Et il y a mon père à qui j'ai dit, bon, je veux plus rien savoir. Et puis moi, il y a un appel qui me dit qu'Ogaroka, tu es en train de commencer à construire ta carrière, à construire petit à petit. Il faut que tu coupes le cordon, il faut que tu partes, il faut que tu quittes chez toi, il faut que tu partes, tu vois. Mais je savais que je devais partir à un moment donné. Mais avec ma maman, ma relation avec elle ne s'arrangeait en rien, quoi. C'est-à-dire, c'est que même quand je voulais lui parler de simples choses, elle était irritée, elle était énervée, elle était... Bref. Donc, c'est comme si, genre, elle repense 20 ans années, oh mon Dieu, finalement, qu'est-ce que j'ai fait j'ai eu cet enfant avec cet homme qui était déjà marié, me voilà, je suis puni par le divin. En plus, l'enfant est dans le métier, on a voulu me punir. Donc, ma maman est convaincue elle est très convaincue que le fait d'avoir été avec un homme qui était déjà marié et de m'avoir conçu dans ce contexte-là, a fait en sorte que j'ai une personnalité comme je l'ai et surtout a donné l'élément de malédiction pour que je sois Whoopi. Ça, c'est ce qu'elle pense. Bon, on a vu plein de gens ici j'ai eu plein d'exemples de couples, on va dire, parfaits. Le monsieur n'a jamais trompé sa femme, la femme est restée, et puis l'enfant est sorti Whoopi. Oui, aussi. Mais pour elle, elle était convaincue que c'était ça, quoi. Et jusqu'à ce que, bon, elle comprenne que finalement, c'est pas ça, quoi. Mais ça a pris du temps avant qu'elle comprenne ça, tu vois. À un moment donné, je trouve un préservatif dans ma chambre, en fait. Et puis, elle m'envoie un message, ouais, je crois que j'avais publié ce message, un message terrible, genre vraiment, vraiment très, très, très terrible, en fait. Et puis, genre, je dis, mais elle est sérieuse, là? C'est que je suis Whoopi depuis longtemps dans ce régime, j'utilise préservatif, je me préserve au moins. Ça va m'éviter d'attraper n'importe quelle maladie, je dois être heureuse que je me préserve.
En plus, soit dit en passant, elle m'a posé des questions indiscrètes, hein. Elle m'a posé des questions si c'est moi qui donne ou qui reçoit. Bon, j'ai pas voulu répondre à la question, mais je suis comme, mais quand même, les parents, ils exagèrent, hein. Elle va aller encore poser la question si c'est moi qui donne ou qui reçoit encore. Ah, c'était vraiment violent, hein. Donc, j'ai pas répondu. J'ai dit, je réponds pas à la question. Et du coup, elle découvre le préservatif, elle m'envoie le message et tout. Je lui réponds bien, quoi. Je lui réponds vraiment, je lui dis que, écoute, je vais réussir, peu importe. Quelque temps après, ma tante m'appelle et elle me dit, mais il faut que t'enlèves ton message sur Facebook, c'est un message qui est violent, on est déjà endeuillé, il y a ton cousin qui est mort la même année, c'est très difficile, la famille se déchire. Je dis non, j'enlève pas le message et tout, tu vois. Et puis, soit dit en passant aussi à l'époque, c'est comme je commençais un peu à vouloir plus féminiser, avoir plus un style androgyne, on va dire, le style que j'ai maintenant. Je dirais pas que mon style est féminin en tant que tel. Oui, il y a un aspect féminin à mon style, mais il est beaucoup plus androgyne, en fait. Il y a des aspects féminins à mon style vestimentaire comme masculin. Et du coup, elle m'envoie ce message-là, elle me dit ça. Et je dis, je supprime pas où. Et du coup, ma maman commence à dire des choses. Oh là là, c'est vraiment des choses, comme je dis, terribles avec ma tante. Et puis, du coup, moi, sur le coup, je dis, bon, je commence à juste à juste rire, au fait. Et puis là, après, je sais pas si vous savez souvent que quand vous subissez des chocs ou des choses, des fois, sur le coup, peut-être l'émotion n'est pas vécue, mais c'est après que vous vivez l'émotion, en fait. Et moi, sur le coup, la violence des propos de ma mère, en fait, par écrit et par voix oralement lorsqu'elle parlait à ma tante, en fait, j'ai subi le coup. Enfin, c'est comme si elle essayait de briser mon esprit, au fait, peut-être inconsciemment ou inconsciemment. J'ai eu le coup seulement quelques jours plus tard. Et quelque chose m'a dit, je peux plus rester, au fait. Il y a quelque chose qui est en train de me tuer de l'intérieur, au fait. Et là, c'est la goutte de trop. Parce que avant ça, elle avait déjà fait, c'était pas la première fois qu'elle disait ce genre de choses. C'était pas la première fois qu'elle avait ce genre de comportement. Mais là, non. Là, en fait, c'est plus possible, au fait. Et du coup, j'ai dit, je vais partir. On devait se séparer à l'amiable, quoi. Mais là, je dis, mais non, je pars avant, en fait. Et j'ai anticipé mon départ. Et effectivement, je suis parti. Elle était tellement choquée, elle s'y attendait pas, en fait. Après, elle m'a envoyé un message, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais comment tu peux me laisser comme ça et tout. Bref, quand je suis parti, c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Et là, la dynamique a un peu changé, on va dire. Un peu. Il s'est passé que, bon, là, elle a commencé un peu à se remettre en question. Et vraiment beaucoup parce que je ne lui accordais plus aucun crédit, je voulais rien savoir. Elle a commencé à s'intéresser à ce que je faisais parce qu'il faut savoir que quand tu as Whoopi là, les gens se focalisent seulement sur la fait que tu as Whoopi. Donc ils ne voyaient rien d'autre. Donc elle était obsédée par cette histoire-là, donc elle ne voyait pas tout ce que je faisais à côté, mes écrits, voilà, tout ce que je voulais faire. Et je me suis dit, moi je vais me focaliser sur ma carrière, c'est bon, j'en ai marre, je la coupe. Donc c'était dans les débuts, je voulais rien savoir quoi. Elle m'a même demandé pardon à plusieurs reprises, vraiment sincèrement, la mort dans l'âme et tout. Elle a essayé de faire un monde honorable et tout le plus possible, mais encore une fois, j'ai envie de dire, c'était un peu trop tard, hein, parce que quand même, depuis que je suis petit, il n'y a pas eu vraiment de fusion. Et puis, à partir de ma venue au Canada, les disputes se sont intensifiées et les propos des choses qu'elle m'a dit se sont accumulés au fil du temps. Donc, imaginez, moi, je suis resté avec elle jusqu'à mes 26 ans. Donc, entre de 16 ans à 26 ans, et vous imaginez tout ce qui a pu être accumulé et toute la rancœur qui a pu être. Et puis voilà, quoi. Et à un moment donné, je pense même que tout le respect et l'amour que j'ai pour ma maman est un peu parti, au fait. Je fluctuais entre amour et haine. Bon, c'est un peu dommage de dire ça et personne ne devrait avoir à vivre ce genre de sentiment-là. Mais bon, lorsque les parents ne te respectent plus, ben, tu ne les respectes plus à un moment donné. Et du coup, il n'y avait plus de respect entre ma maman et moi. Et je lui ai dit des choses que je ne dois pas en principe dire en tant qu'enfant, parce qu'elle, c'est elle qui a commencé à me dire des choses. Les gens se sont dit, ah, mais tu dois subir en tant qu'enfant. Et une fois, je lui ai répondu, je lui ai dit, ben non, je suis désolé, je n'ai pas à subir parce que je suis ton enfant, tu vas me dire des choses comme ça. Elle dit, ouais, tu t'es vengé et tout. J'ai dit, mais c'est toi qui as commencé, c'est pas moi qui ai commencé, je suis l'enfant. C'est toi qui as commencé à dire ce genre de choses, c'est toi qui as commencé à faire ci, c'est toi qui as commencé à dire ça. Et à un moment donné, elle a fini par admettre que oui, que j'avais raison, que effectivement, que c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé à me dire des choses et que je n'ai fait que réagir à ce qu'elle m'a dit. Et évidemment, elle le regrette, évidemment, parce que honnêtement, je ne souhaite à personne d'avoir une relation comme ça avec son parent, surtout avec sa maman, parce que c'est pas des choses bien, quoi. Et du coup, bah, je lui accorde une chance encore. J'ai dit, bon, on va essayer de se réconcilier un peu. Et puis, mais je sens que ça marche pas vraiment. Je sens il y a un malaise, c'est un peu forcé, c'est bizarre. Bref, j'ai dit, bon, ça sert à rien, quoi. Il y a eu un moment, je vais pas mentir, qui était un moment formidable. Je dirais, c'était le moment où je lui ai fait son anniversaire surprise et tout ça. Je ne regrette vraiment pas parce que c'était un moment de bénédiction, parce que je lui ai fait cette surprise et tout. Elle était très, très, très contente, très heureuse.
Mais après ça, il y a rien eu de plus fabuleux parce que, comme je dis, certes, elle ne faisait pas semblant, mais encore, il y avait encore le petit, la problématique de mais mon enfant est Whoopi. Ça là, c'est comment? Pour ma maman, c'est ce choix-là, c'est-à-dire que je suis religieuse, je suis très très religieuse. Ça passe avant mon fils, mon enfant qui est dans le métier. Voilà, c'est ça, ça passe avant tout ça. Moi, j'ai dit, bon, plutôt que de faire des faux semblants, ça sert à rien. Écoute, c'est mieux, on en reste là. Bon, j'ai pas écrit un message comme j'ai écrit à mon papa, mais j'ai juste coupé les ponts tout simplement en fait. Je l'ai juste bloqué. Et puis j'ai informé ma sœur qui m'a dit ah c'est vraiment dommage et tout. Et puis voilà, et puis ma sœur qui a changé du tout au tout, elle-même ça m'impressionne. Donc du coup c'est elle qui est en contact avec ma maman, mais moi et ma maman en ce moment on va dire on a un peu, moi j'ai préféré juste pour ma paix d'esprit juste couper au fait tout simplement. Parce que être à son contact ça ne sert à rien parce que ça marche pas en fait, c'est à contre-courant. Et l'énergie qui est là, c'est pas une énergie de réceptivité par rapport à moi, et puis c'est pas une énergie qui va vers dans le sens de ce que je veux. J'aimerais même dire que c'est une impression, c'est une énergie même qui me retarde, qui m'empêche d'éclore en fait. Je pense pas qu'elle nécessairement elle le vit bien parce que je veux pas lui adresser la parole. Pas parce que genre, je vais la punir ou quoi que ce soit, parce que ça sert à rien en fait. Elle a réalisé, comme je dis, un peu trop tard comme mon père, la valeur de ce que je vaux en fait. C'est pas pour me vanter, mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que parce qu'elle était tellement focalisée, tu sais, souvent, tu as un enfant, tu le vois tous les jours, mais tu vois pas autre chose qu'il est. Elle était tellement focalisée sur ah, mon enfant c'est un Whoopi, mon enfant c'est ci, mon enfant c'est ça, que tout ce que je fais, c'est-à-dire que tous mes grands accomplissements, à chaque fois, elle est surprise au fait. Je dis, mais elle est surprise de quoi au fait? Tu pensais que parce que je suis Whoopi, ma vie est finie quoi? C'est ça, parce qu'il faut pas oublier que c'est mauvais, c'est triste à dire. Elle voyait vraiment que ma vie était vouée à un échec, quoi. Parce que je suis Whoopi, parce que je suis ça, donc elle ne voyait plus le succès en moi, en fait. Et il y a une phrase que je vais même... c'est une phrase que j'ai dite à mon père, même que je vais vous faire lire ici. C'est très très puissant. Je suis la plume d'or. Il vous dit que je suis vraiment doué. Hein. Ça, je peux vous dire ça. Je lui ai dit, et puis ça concernait ma maman aussi, j'ai dit, les vicissitudes et tribulations qui ont jalonné vos vies respectives ont certainement laissé des traces indélébiles dans vos cœurs. Et malgré tout l'amour que vous me portiez, il n'a pas fait écho dans mon cœur comme je l'espérais. Voilà. J'accorde du crédit à ce ils ont vécu comme souffrance individuelle et je leur reconnais qu'ils m'ont aimé, mais que ben ça les a peut-être empêchés de juste se focaliser sur moi, quoi, tu vois. Et nonobstant du fait qu'il y a beaucoup de choses grandioses que quand même ma maman a fait, quand même, parce que c'est son devoir en tant que mère, mais elle a tenu à ce que je fasse une école privée en Côte d'Ivoire parce qu'elle dit que le système de l'école publique n'allait me mener nulle part. Elle a eu raison. Elle a payé, elle s'est endettée, elle s'est démenée comme possible pour qu'on ait tous les jours de quoi manger. Donc elle en a payé un peu le prix aussi, malheureusement, parce qu'elle était un peu toute seule, tu vois. Pour être vrai, j'ai jamais eu vraiment eu de relations sérieuses parce que ce serait vraiment un peu long à expliquer. Comment tes parents ont été, c'est ce qui va définir un peu ta relation avec la personne que tu vas suivre parce que moi, le contexte, faut pas oublier le contexte dans lequel je suis né, c'est un contexte un peu père qui cherche forcément à avoir un garçon, donc quelqu'un qui a un corps physique masculin, mais ça se fait un peu en cachette de sa femme, en fait, tu vois. Ce qui est dans ma vie en trame sonore en filigrane, c'est la question de la légitimité, au fait. Moi, toutes les hommes que j'ai, souvent, c'est soit on fait ça en cachette, ou soit ceci, c'est ça. Donc, moi, ma question, c'est toujours la question de la légitimité. Même pas seulement dans les relations, je pense dans ma vie en général. Donc, comment je suis né, ça préfigure un peu ma question de la légitimité, si je suis légitime ou pas. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé, et je tiens à beaucoup le dire, ça c'est mon cas personnel, c'est le fait de m'être reconnecté aux racines kamites et de comprendre l'essence de pourquoi j'ai eu ça dans ma vie, au fait. Parce que si je m'étais juste limité à la vision de j'ai eu des parents dysfonctionnels selon la vision occidentale, ben, ça aurait été le drame, le cataclysme, bon, la dépression finie, tu vois. Mais là, quand j'ai compris que ça fait partie d'un ensemble de choses et que je suis pas là, non seulement je fais partie d'une équation, mais la question de mon individualité, oui, de ma souffrance, mais c'est pas juste individuel, me, myself and I, c'est bon, hein, on a compris, il y a un contexte plus grand, tu vois, que ça. C'est le fait d'avoir fait des recherches et d'avoir compris, de m'être déchristianisé, d'être retourné aux sources, et puis d'avoir plongé mon cerveau dans la connaissance, vraiment. Et c'est pour ça que l'autre personne, Alassane, devait mourir symboliquement, parce que pour que Kugaruka naisse, parce que Kugaruka, c'est la nouvelle personne qui va maintenant apporter plus d'assurance et de résilience et de grâce, de force. Quand j'ai pris vraiment le nom Kugaruka, vraiment, il y a quelque chose qui a changé
j'ai reconsidéré mes relations, j'ai reconsidéré tout, et puis je me suis accordé plus de crédit, plus de bienveillance, plus de... En fait, j'ai juste, ce que j'ai fait, et c'est incroyable, je me suis recréé, au fait, vraiment recréé, et quand je me suis recréé, ça m'a ouvert d'autres possibilités, et j'ai commencé à attirer des gens qui ont vraiment beaucoup d'estime et de considération pour moi. Parce qu'avant, j'attirais des gens qui me respectaient pas. Parce que chez toi, on te respecte même pas. Toi, tu veux que des gens te respectent. Voilà, j'étais vraiment cloisonné, quoi. Et puis là, quand je suis sorti de là, tout a commencé à fleurir. Hello! Cet épisode est particulier parce qu'il a été enregistré en 2 fois. Donc là, vous venez d'écouter le premier enregistrement et à ce moment précis, notre invité était convaincu que c'était la fin de son histoire avec sa maman. Mais 5 mois après l'enregistrement, Kugaruka nous a recontactés parce que les choses ont évolué. C'est un beau rappel que rien n'est figé dans la vie et que les choses peuvent toujours changer. Donc sur cette note, je vais arrêter de parler et je vous laisse écouter la fameuse mise à jour. Ça fait presque 1 an que je parlais plus avec ma maman, en fait. Et puis, il y a eu un élément, j'ai envie de dire, déclencheur, en fait, qui a facilité la réconciliation. C'est ma sœur est venue en vacances à Montréal. Elle est venue au mois d'août, elle est venue avec mes fils-neveux. Bah, à l'aéroport, au fait, je me disais, bon, je parle pas trop avec ma maman, mais à ma sœur qui est à l'aéroport, je vais peut-être quand même venir l'aider, quoi. En plus, ma sœur m'a même pas demandé, ah, si tu viens m'accueillir ou pas, parce que c'est ma maman qui avait pris congé au travail pour partir l'accueillir, quoi. Donc, j'ai dit, bon, j'envoie un message à ma sœur, j'ai dit, ben, écoute, je vais venir à l'aéroport quand même, vous voir et tout. Et puis, c'est pas grave, même il y a ma maman à côté, bon, je fais avec. Et puis donc, je vais à l'aéroport et ils arrivent. Et puis soudain, tout d'un coup, il y a ma maman qui est devant, en fait. Elle m'a pas vu, au fait. Elle les voit arriver. Donc, elle voit ma sœur, mes fils-neveux arriver. Et puis, elle est contente et tout. Puis, eux, ils me voient derrière, en fait. Du coup, ils sont comme, ah, ils sont surpris parce que, bon, ça faisait longtemps qu'ils m'avaient pas vu. Donc, ils me voient avec maintenant mes longs cheveux, là. Du coup, ça leur fait quelque chose. Donc, il y a maman qui me regarde derrière, qui dit, ah, tu es là, Kugaruka et tout. Très, très contente de me voir. Et puis, bon, on fait le câlin et tout. Bon, moi, je suis un peu toujours un peu distant, quoi, parce que je me dis, bon, tu me souris comme ça, mais bon, tu n'acceptes toujours pas que ce soit mon affaire de Oubi, là. C'est comment? Comme ma soeur est là tout le long et tout, elle a fait 1 mois, tu vois. On se voyait tous les jours, on faisait des activités principalement pour mes fils-neveux, donc on partait dans tous les endroits, on voulait leur faire plaisir et tout. Et puis il y a des moments où il y a ma maman qui était là et tout. Moi, je voyais ma maman, je voyais son comportement, je voyais comment elle était, et elle me parle normalement. Elle essaie de faire la conversation avec moi tout le temps, mais moi, je veux pas en fait. Je suis comme, mais bon, je suis là un peu par convenance. Donc j'ai dit, mais c'est quand même, mais voilà. Donc, on n'en parle pas trop avec ma sœur non plus, parce que ma sœur, elle est devenue vraiment quelqu'un de transformé dans le bon sens du terme. Et puis, c'est un peu grâce à ses enfants, donc grâce à mes fils-neveux. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il y a une grave crise du logement à Montréal en ce moment. Donc, moi, j'étais en sous-location. Et donc, quand tu es en sous-location, tu n'as pas forcément de négociations directes avec le propriétaire, en fait. Donc, quand il augmente le prix, du loyer, ben, tu peux pas tellement négocier, tu es obligé d'accepter. Donc, le gars, il avait augmenté d'un prix. J'ai dit, ah, ma carrière n'a pas encore commencé, on veut déjà me couper. Et j'ai dit, non, 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 non. Donc, du coup, bah, je trouvais pas de logement, en fait, parce que tous les logements étaient hors de prix. Du coup, j'ai dit, bon, écoute, là, c'est compliqué. Je viens de commencer ma carrière d'écrivain. On commence c'est petit à petit que ça commence. Je pourrais pas mettre de côté si, genre, je dépense tout mon argent pour payer mon loyer, tu vois. J'ai demandé à ma soeur, je dis, ah, mais tu penses quoi si, genre, je retourne chez maman en attendant que la crise du logement passe, parce que ça risque de durer quand même un certain temps. Et j'ai dit, mais quand même, j'ai pas envie de me revenir vivre et puis revivre les mêmes choses que j'ai vécues à 4 ans, sinon ça sert à rien, je veux me trouver ailleurs, tu vois. Et puis ma soeur était comme, ah non, mais je trouve que c'est plutôt bien, au contraire, c'est bien. J'ai dit, ok, bon, elle en a parlé à ma maman. Et puis là, ma maman a eu une réaction du style, ah, mais c'est bien, tu peux venir, y a pas de souci, y a vraiment pas de problème et tout. J'ai dit, ça là, c'est trop bizarre. Moi, j'ai dit, bon, ok. Moi, je me méfie maintenant, quoi. Il se passe que, en même temps, donc, j'ai la bonne nouvelle par rapport à mes écrits. Donc, j'ai été reçu au programme Momentum des écrivains scénaristes émergents et je reçois l'oseille. Merci, je reçois l'oseille qui va avec et c'est quand même de l'argent qui est considérable pour un début, tu vois. Je suis très content, très fier. Mon travail a fini par porter fruit. Et je me dis, ah, mais je vais mettre tout l'argent là dans le loyer, mais il va rien me rester, au fait. On va être raisonnable. Je vais retourner chez moi, c'est pas grave. Donc, je retourne, et puis, bon, là,
je vais pas me mentir, ça se passe bien parce qu'il y a beaucoup de choses dont elle a pris réellement conscience quand je suis parti parce qu'il faut pas oublier que je suis parti pendant 4 ans et que durant les 4 ans, on s'est vu seulement peut-être même pas une dizaine de fois, en fait. Elle est vraiment maintenant beaucoup plus concentrée sur moi. À l'époque où on s'était disputé et tout, que j'étais parti, c'est parce qu'elle était concentrée beaucoup plus sur ce qui arrivait à ma sœur. Souvent, si c'est un parent qui s'occupe de 2 enfants, inconsciemment ou consciemment, tu vas toujours avoir un penchant pour un enfant. Durant tout le moment où on vivait à 3, ma mère était beaucoup plus concentrée sur ce qui arrivait à ma sœur, en fait, que moi. Et maintenant que ma sœur maintenant est mariée et tout va bien, tout est un peu rentré dans l'ordre. Maintenant, moi, je comme passe après, quoi. Je suis comme: «Bon, c'est trop facile». C'est ce qui a fait que je suis parti d'ailleurs, justement en 2019. Mais après, elle m'a dit: «Non, franchement, écoute, je veux pas que tu penses que c'est ça. Je vous aime tous les 2, ça n'a rien à voir». Là, on est pas dans des discussions très, très, très poussées, très longues et tout. Et puis, j'arrivais toujours pas à lui pardonner ce qu'elle a dit, tu vois? À chaque fois qu'elle faisait un truc, je revenais là-dessus et disais: «Mais mon Dieu, est-ce que je vais finir par être pardonné pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai dit?» Là, j'ai dit: «Écoute maman, moi, je reviens, oui, certes, mais je vais pas rester longtemps, tu sais, je viens quand même pour un certain moment parce qu'il y a une crise de logement et tout. Je suis content que tu m'accueilles et tout. Je suis content que ça se passe bien, que tu me demandes rien et tout, me permettre vraiment de me concentrer sur ma carrière». Déjà même, elle est très contente, elle est très derrière ma carrière maintenant. Elle s'intéresse à ma vie vraiment. J'ai même eu une conversation même où je lui parlais de mes potentiels gars. On regardait les photos ensemble sur Facebook. J'ai dit: «Ah, j'arrive pas à croire que c'est en train de m'arriver au fait». Donc après, ma maman, moi j'ai dit, moi mon truc c'est que c'est bien beau, on est revenu, on a une discussion, mais moi tu sais que finalement, l'un de mes objectifs c'est de parvenir à épouser un homme en fait. C'est ce que je sens, c'est ce que je veux et tout. Et puis finalement, elle a dit: «Écoute, tu sais, affaire des garçons, tu te concentres dessus là. Faut d'abord te concentrer sur tes écrits, tu as fait ta carrière comme ça. Parce que tu dis tu veux un homme là, le jour où vous mariés et puis bon, tu comptes sur lui, le jour où ça chauffe chez toi là, tu vas faire comment?» Je dis: «Ah c'est vrai, elle a raison». Elle dit: «Non, faut faire ton truc d'abord, quand toi-même tu es stable financièrement, tout ça, tout ça. Après le mari va venir». J'ai dit: «Si, c'est maman qui dit ça». Maman qui aurait dit me dit: «Non, ah, faut changer, tu vas avoir une femme». J'ai dit: «Maman qui me dit ça». J'ai dit: Donc concrètement, maman, on va dire, est beaucoup plus consciente du fait que le fait que je sois Whoopi, c'est quelque chose qui est vraiment naturel, au fait. C'est-à-dire que maintenant, même elle, même si elle a la question religieuse, ça a pris ça ne passe plus en premier. Je passe en premier devant la religion maintenant, en fait. Et ça, c'est surtout parce qu'elle a compris que c'est quelque chose qui est personnel à ma ça vient de moi, c'est moi qui vis ça, tu vois? C'est ce que j'ai dit toujours, que les gens souvent manquent d'empathie envers nous, mais parce qu'ils ne veulent pas nous accorder le crédit de ce qu'on vit. On remet en doute toujours notre parole devant des figures d'autorité, alors que ces gens-là ne vivent même pas un quart de ce qu'on vit, au fait, tu vois? Et du coup, donc ma maman maintenant, franchement, il y a plus de disputes. Les seuls moments de dispute qu'on avait eu, c'était les résidus, parce que, bah, évidemment, quand tu reviens après 4 ans, il y a forcément des résidus. C'était les résidus de ce qui n'avait pas été réglé. Donc à chaque fois qu'elle disait quelque chose, ça me renvoyait à la dispute. Puis je disais: «Non, non, 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 non». Et puis on repartait encore dans des trucs. Et puis là, finalement, au lieu de fuir la conversation comme elle le faisait d'abord, je l'ai confrontée avec ça et puis on a parlé et puis on a avancé. Et puis elle me disait toujours que même si j'ai eu des moments où j'étais vraiment blessé, il faut savoir que ce que j'ai fait, ce n'était pas intentionnel. Certes, il y a eu beaucoup de maladresse, mais c'était vraiment pas, ça venait pas du cœur. Donc je suis très, très content, très satisfait et puis je veux dire aux gens qui vont m'écouter que le fait d'être Whoopi ou d'être Yossi, c'est une grande bénédiction, même si ça vient avec une difficulté, parce que c'est extrêmement difficile de pouvoir se faire entendre pour ce qu'on est et tout, et dépendamment de la famille dans laquelle vous serez. Mais moi, personnellement, je suis très content de comment ça se passe et comment les choses se sont alignées finalement en ma faveur. Ça s'est fait vraiment avec ma famille justement, c'est grâce à ma sœur. L'amour, c'est aimer et être aimé de façon réciproque, en pensée, en parole et en action, qui font en sorte que la personne qui le donne ou le reçoive se sente enrichie et puis dans l'allégresse, dans la félicité, dans la luminescence, dans la gloire. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.